Elles se nomment les zones vulnérables. Ce sont des territoires cartographiés où on surveille de près la quantité de nitrates rejetés dans la terre ou les cours d'eau par l'activité agricole. Depuis le début de l'année, les contours de ces zones ont été redessinés. Alors ces zones vulnérables sont-elles efficaces pour protéger l'environnement? Comment les agriculteurs vivent les contraintes et les dépenses supplémentaires qu'elles entraînent pour eux? On en débat et pour débuter, adressons-nous à une spécialiste de la question. Camille Dumat, bonsoir. Vous êtes professeur en sciences du sol et risques environnementaux à l'ENSAT. Alors pour bien poser les bases de notre débat, qu'appelle-t-on une zone vulnérable ? Alors c'est complètement en lien entre les transferts qu'on peut avoir depuis le sol vers les eaux, en particulier les eaux potables, hein. Et donc là, ces zones vulnérables, ça va être des zones pour lesquelles, effectivement, on a identifié des risques d'augmentation de nitrates dans l'eau suite à soit en fait le fait qu'on ait des sources importantes, justement, par exemple, de lisier, donc avec l'élevage, mais également des zones pour lesquelles on a, par exemple, un sol avec une structure qui est relativement fragile et pour lequel on peut avoir des phénomènes d'érosion, par exemple. Donc ces nitrates, ils viennent directement de l'activité agricole, c'est ça? Alors après, on peut avoir d'autres sources, mais là, c'est vrai qu'on est, on est focalisé effectivement le lien entre l'élevage des lisiers avec des formes de nitrates assez solubles et la proximité, de ces zones d'élevage avec des zones, par exemple, de captage d'eau potable ou des rivières. Donc c'est vrai que l'agriculture est quand même en lien direct avec cet aspect de pollution des eaux. Et alors, même s'il peut y avoir d'autres sources. Dans ces zones, on effectue donc des prélèvements, c'est ça, réguliers? Voilà, donc après, c'est toujours un petit peu les mêmes démarches, hein. C'est comment réduire à la source, hein, de toute façon, ça c'est la meilleure solution. Donc ça peut être, on le voit, hein, l'élevage évolue. Et donc moi je tiens à dire à chaque fois que c'est pas les agriculteurs, les éleveurs tout seuls, hein, c'est tout un système avec les différentes parties prenantes qui doivent travailler ensemble, hein. Il faut surtout pas stigmatiser les agriculteurs. Ensuite, après, ces différentes techniques, donc je disais réduction à la source, mais aussi réduction des transferts, par exemple par des apports de matière organique ou dans les sols qui vont améliorer la structure ou des couverts végétaux. Donc là, je voyais aussi tout ce qui est culture intermédiaire à valorisation énergétique qui peuvent avoir un peu de multifonction, donc à la fois stabiliser les sols, capter en fait ces nitrates et servir aussi pour la méthanisation de coproduits avec les lisiers, par exemple. Donc, on a des solutions techniques qui peuvent être mises en place et on peut accompagner des agriculteurs pour qu'ils ne soient pas tout seuls à chercher des solutions ou à subir effectivement des changements de réglementation. Et je pense qu'aussi ces changements de réglementation sont aussi des fois en lien avec aussi des changements climatiques, hein, qui vont faire qu'on va avoir plus d'événements, des plus fortes pluies, par exemple, hein, où il peut y avoir aussi plus de phénomènes d'érosion aussi dans ces contextes-là. Merci à vous, Camille Dumat, professeur en sciences du sol et risques environnementaux à l'ENSAT. Vous nous avez permis effectivement de bien poser notre débat de ce soir. J'accueille deux nouveaux invités. Christian Mazas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général adjoint de la FRSEA. Face à vous, Jean-Olivier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de France Nature Environnement Midi-Pyrénées. Tout d'abord, messieurs, votre avis sur ces zones vulnérables, utiles ou pas, Jean-Olivier? Du coup, clairement, les nitrates, c'est une des problématiques environnementales importantes. Donc, prendre des mesures, c'est utile, c'est nécessaire. La manière dont c'est fait, ça peut être questionné. Et clairement, dans une situation d'agriculture intensive telle qu'on la connaît, conventionnelle, on appelle, qui a tendance à utiliser beaucoup d'engrais azotés, donc de générer des nitrates, notamment dans l'eau, et les nappes des rivières ou des nappes phréatiques, donc avec des conséquences sur l'environnement, mais aussi sur l'eau potable, donc notre santé. Il est indispensable de prendre des mesures et de réfléchir à faire évoluer rapidement les pratiques agricoles. Donc de ce point de vue-là, c'est utile. La manière dont c'est fait, voire la manière dont c'est appliqué,
interroge. Les agriculteurs, clairement, ont leur point de vue, et pour d'autres raisons, on peut avoir aussi un point de vue qui est critique sur ces zones-là. Et particulièrement dans certaines situations, on sait qu'il y a des adaptations ou des dérogations qui peuvent être accordées. J'ai un exemple en tête qui est lié à des pratiques de chasse en fait à la palombe, qui font que des dérogations ont été accordées dans des cultures de maïs où il a été accordé que le maïs puisse rester plus longtemps sans mettre des cultures intermédiaires qui pourraient avoir tendance à limiter le nitrate, en fait pour des objectifs de chasse à la palombe. Oui, donc si vous voulez, oui, le maelstrom une équation à plusieurs inconnus. n'est pas forcément en cohérence immédiate avec ce qu'il faudrait pour réellement réduire l'utilisation d'azote dans l'agriculture et du coup l'arrivée de nitrate dans l'eau en particulier. Christian Mazas, ces zones vulnérables, une contrainte ou quand même utile selon vous? Contrainte, utile, il faut voir le résultat. S'il n'y a pas de résultat, forcément, c'est une contrainte. S'il y a un résultat, il y a une adaptation des agriculteurs et il y a une évolution. Oui, parce qu'il y a des zones qui sont déclassées aussi. Hein. Voilà, je veux d'abord bien poser les choses. C'est qu'on a dans un premier temps un zonage. La zone vulnérable, c'est 2 étapes. On a un zonage et ensuite, derrière, est mis un plan d'action en place pour travailler dans ces zones. Donc, quand on dit qu'elles sont scrutées en permanence, ce n'est pas le cas. On a en permanence sur le territoire d'Occitanie des tests avec des puits réalisés pour savoir si à un moment donné il y a un risque ou il n'y a pas un risque. Donc ce n'est pas que la zone vulnérable qui est scrutée chaque année ou tous les 2 ans. Là on est en révision. Donc, oui, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est classé en zone, pas classé en zone vulnérable qu'on ne sera pas contrôlé. Exactement. D'accord. Sur la nouvelle carte des zones vulnérables, moi alors je n'émets pas un avis critique, mais j'ai des doutes sur ce zonage. Parce que quand on voit qu'on a à peu près sur un périmètre 400 points de captage et que sur d'analyse et que sur ces 400 points, point par point, on n'est pas capable de réaliser plus de 10 analyses sur l'année pour savoir s'il y a une réelle pollution continue toute l'année. On a des points, et c'est la majeure partie, parce que quand on regarde sur 400 points, on a seulement 300 points où on a plus de 10 analyses. Sur le reste, on a entre 5 et 10, voire même une donc analyse. Pour vous, le baromètre n'est pas forcément très fiable. Et je dirais, le résultat, il est là. Sur les 300, on a 100 points de classement en zone vulnérable. Sur les 100 qui restent, on a 70 points. Donc on a le double là où on a le moins d'analyses. Ça veut dire qu'on a pris des analyses à l'instant T où peut-être on a eu une pollution là, maintenant, parce qu'il a fait un orage, parce qu'on est passé derrière un épandage de lisier ou derrière un épandage mais ce n'est d'azote. pas symbolique de ce que ça génère sur une longue période. La fabrication de ces cartes, pour moi, reste très aléatoire et n'est pas fiable. Alors, on va aller se rendre compte, on va continuer le débat, Jean-Olivier, on va aller se rendre compte sur le terrain ce qu'entraîne le passage en zone vulnérable pour un agriculteur. Reportage en Aveyron signé Mélisande Keinec, Marie Martin et Mathieu Chouvelon. Eh bien, disons, ils ont classé en zone vulnérable toute la vallée. Comme cette ferme du Lévézou dans l'Aveyron, 2000 nouvelles exploitations sont désormais classées zone vulnérable. La faute à une trop forte concentration de nitrate dans les sols. Alors il faut réaliser des prélèvements. En cas de contrôle, pour les agriculteurs, les sanctions peuvent être lourdes. Un de mes voisins, il n'avait pas fait son analyse de sol, et bien il a pris 3% de toute la PAC, ils ont retiré 3% pour une analyse qui vaut 50 €. À ces obligations administratives chiffrées à près de 2000 € par an, il faut ajouter de nombreux aménagements. Thierry Contastin l'a vécu il y a quelques années. Il m'a fallu aménager la fumière, il m'a fallu faire une fosse, vous voyez, c'est le bloc de béton qu'il y a derrière là. Pour récupérer tout ce qui est eau de fumière de la salle de traite. Ça m'a coûté 10 000 € pour faire le tout. C'est lourd quand même. Ben oui, voilà, mais bon, encore, nous on est en élevage ovin, c'est pas trop lourd, mais en élevage bovin, on peut multiplier ce chiffre par 3 ou 4, ou 5. Hein. L'ancienne carte des zones vulnérables, en vigueur jusqu'à l'automne, était plus clémente. La nouvelle mouture n'a pas épargné le département, avec le classement de plusieurs dizaines de milliers d'hectares supplémentaires. En décembre 2020, des agriculteurs avaient crié leur colère devant la préfecture de l'Aveyron. D'autant que selon eux, leur activité n'est pas la seule responsable de l'augmentation du taux de nitrate. Après négociation, le nombre de communes classées en zone vulnérable avait été revu à la baisse. Pour Thierry Contastin, les agriculteurs ne sont pas suffisamment soutenus par la direction départementale des territoires.
La DDT sort des cartes chaque 4 ans de leur actualisation, mais oublie de dire aux agriculteurs qui le sont. Et voilà, on n'a aucun courrier, par voie de presse des fois, une carte, et il faut que l'agriculteur y aille sur le site internet de la préfecture pour voir s'il est en zone vulnérable ou pas. L'agriculteur ne remet pas en question ce classement, mais ses méthodes d'application. D'autant que la carte doit à nouveau être révisée en 2025. Et je précise, tiens d'ailleurs, qu'on avait invité l'Adréal, l'administration qui met en place cette carte. On n'a pas reçu de réponse à notre invitation. Alors, cette nouvelle carte, elle vous satisfait ou pas, Jean-Olivier ? Disons que la question, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aborder ça par cette carte et par cette sectorisation, dont on voit qu'effectivement les données qui permettent de la dessiner ne sont pas forcément toutes très évidentes. C'est peut-être pas par ce bout-là qu'il faut complètement prendre les choses. Et ça fait des années, effectivement, et que les choses se suivent et que les résultats sont pas vraiment là, même s'il y a des évolutions. Et donc clairement, la problématique de notre point de vue, c'est de repenser le modèle agricole. On le pense par rapport à l'utilisation des pesticides et par rapport à l'utilisation des engrais azotés. C'est clairement aussi comme ça qu'il faut repenser les choses et davantage en revenant à des systèmes de polyculture, de rotation des cultures, d'assolement, qui en fait fonctionnaient initialement, historiquement, on savait faire. L'industrialisation de l'agriculture a fait qu'on a segmenté, qu'on a cloisonné, qu'on a certaines cultures, donc des céréales notamment, qui vont utiliser beaucoup d'engrais azotés, ou des élevages plus ou moins intensifs, mais plus ils sont intensifs, qui vont générer aussi des nitrates issus du coup du fumier des animaux, du lisier. Et donc du coup, aujourd'hui, on a cet éclatement des activités qui font qu'on a des sources très importantes de nitrates. Il faut revenir à une plus grande alternance, un plus grand couplage en fait des activités qui font qu'en fait on régule mieux le système. Enfin, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, parce que vous ne prenez pas en compte l'évolution de l'agriculture. L'abondance de matières azotées sur les céréales, en un seul coup, comme on a pu le connaître, c'est terminé. Comme ça se fait aussi en élevage. On a des plans d'épandage aujourd'hui quand on est en zone vulnérable d'ailleurs, mais même quand on n'y est pas. Les instituts techniques ont développé des connaissances par rapport au végétal qui font qu'au lieu d'être sur 1-2 apports, aujourd'hui, sur des céréales notamment, on a 4-5 apports. Donc on a moins de risques. Et par rapport aux chiffres qui ont été donnés, je suis désolé, mais je prends les 5 dernières années en Occitanie, enfin du moins sur le bassin Adour-Garonne, puisque l'Occitanie est divisée sur 2 bassins. Sur le bassin Adour-Garonne, on a déclassé 100 à 150 communes de tête. Donc ça veut dire que ça va mieux dans ces communes. C'est quand même pas beaucoup. Mais regardez sur le total des communes. J'entends ce que vous dites, mais dire que du coup vous avez régulé, vous faites moins de passages, voire que vous baissez, peut-être, mais on reste dans un même système agricole qui reste sur une logique d'intrants artificiels, minéraux, qu'on met dans les sols. Si vous ne voulez pas mettre d'intrants, il faudra m'expliquer. Alors on va en revenir à ce qu'on débat des fois dans la loi Egalim. Qui va faire manger les Français? Ça ne sera plus l'agriculture française, parce qu'on ne produira moins et on importera. Donc il faut arrêter, cette démagogie. Ça, c'est ce que vous nous dites régulièrement. Il faut arrêter cette démagogie de dire il faut changer l'agriculture, il faut moins produire. Mais oui. On gaspille 40% aujourd'hui de ce qu'on produit. Et vous savez bien que vous produisez aussi pour l'exportation. Or, la problématique, elle justement, vous savez que l'exportation évite les guerres. De nourrir la population, on va continuer le débat, messieurs, en respectant la nature. On va continuer le débat, messieurs. En tout cas, merci déjà de nous avoir livré vos initiatives et vos expertises sur ce sujet. On va continuer à en débattre, mais vous le savez, comme tous les soirs, à 18h53, il se passe quelque chose sur notre chaîne. C'est l'heure de l'information de proximité avec, notamment pour certains d'entre vous, vos éditions locales sur votre chaîne régionale. On poursuit notre discussion autour de ces zones vulnérables, donc où sont scrutés de près les taux de nitrates rejetés dans la terre ou les cours d'eau. Et on va élargir la discussion avec vous, Marion Meyer. Bonsoir. Bonsoir. Au-delà de cette réglementation très française sur les zones vulnérables, la nouvelle politique agricole commune va-t-elle être plus contraignante pour les agriculteurs en termes de protection de l'environnement ? Alors plus contraignante, oui, mais surtout plus incitative. La politique agricole commune, la PAC comme on la surnomme, est un programme mis en place par l'Union européenne. Son but, soutenir les revenus des agriculteurs. Mais depuis fin novembre, le Parlement européen a donné son accord pour une PAC
plus vertes. Des primes seront accordées dès 2023 aux agriculteurs qui participent à des programmes environnementaux plus écologiques. Au total, 25% des aides directes seront désormais conditionnées à ces pratiques. Aussi, la nouvelle PAC prévoit une hausse des subventions au développement rural pour les producteurs. Elles atteindront 78% de l'ensemble des aides contre 30% actuellement. La condition est de respecter certaines mesures relatives à la gestion des terres, comme par exemple l'alternance des cultures sur un même terrain. Et les nitrates, Marion, font aussi partie des pollutions qui sont surveillées de près. Oui, et c'est même à l'échelle européenne qu'a été élaborée la directive nitrate dès 1991. Objectif, créer ces fameuses zones vulnérables pour dépolluer les cours d'eau. À partir de cette directive, chaque État membre est libre d'établir un programme d'action national. Seule obligation, limiter l'épandage d'azote par des effluents d'élevage à 170 kg par hectare et par an. La France a déjà été épinglée par la Cour de justice de l'Union européenne pour avoir défini trop peu de zones vulnérables. C'est donc en partie pour ça qu'une nouvelle carte entre en vigueur cette année en France et dans nos régions. Merci Marion Meyer. Alors, on l'a déjà abordé dans le débat, c'est cette agriculture qui peut-être être encore plus verte. Rapidement, Jean-Olivier, votre avis sur cette future PAC ? Est-ce qu'elle va protéger plus l'environnement ? Malheureusement non. Malheureusement non. Comme beaucoup des mesures qui sont prises aujourd'hui, ça ne va pas dans le bon sens. Et aujourd'hui, il faut vraiment qu'on travaille ensemble, agriculteurs, citoyens, consommateurs, protecteurs de la nature et de l'environnement, à repenser les pratiques, à repenser peut-être les débouchés et les marchés aussi pour une consommation locale. Et typiquement, là, si on revient sur les nitrates, on a quand même la nature est capable de faire beaucoup de choses. Notamment, l'azote de l'air peut être stocké dans le sol par des plantes, notamment donc des légumineuses, donc de la famille des haricots, des pois, qui stockent l'azote, qui peuvent du coup sur plusieurs années enrichir le sol en azote, qui font que les années d'après on peut planter des céréales sans être obligé de mettre de l'engrais minéral. Mais ça implique que les agriculteurs aient des débouchés sur les différentes cultures qu'ils peuvent faire et qui ne soient pas liés à un seul débouché sur. Est-ce que c'est si simple à mettre en place ? Non. Forcément non. Si on peut parler comme dans un livre, mais c'est pas aussi facile que ça. Moi, je veux dire juste un mot sur la PAC. Dire qu'elle sera pas plus verte, enfin, c'est un mensonge. Parce qu'on avait dans la dernière PAC 30% liés à des aides vertes ou des mises en place de mesures vertes. Aujourd'hui, je suis désolé, ça fait partie. Aujourd'hui, ce paquet-là est rentré dans ce qui est obligatoire et on nous a rajouté un nouveau paquet vert. Donc, de dire qu'elle n'est pas plus verte, c'est un mensonge. Mais pour revenir à la pratique des zones, oui, par rapport à mais c'est sûr qu'on n'a pas la même vision, c'est normal, je pense. Il y a l'utopie et la réalité du terrain. Par rapport aux zones vulnérables, je veux mettre aussi en avant le plan d'action, les pratiques qu'on va mettre en place derrière. Aujourd'hui, on a, Monsieur Olivier en a parlé, des dérogations. On a aussi cette dérogation sur certains secteurs de l'argile. On sait que l'argile ne se travaille pas avec le mou et se travaille plus avec le sec. Et aujourd'hui, on veut nous faire passer le taux d'argile de dérogation de 20% à 38%. Vous comprenez bien que personne n'en arrive à 38% d'argile dans les sols d'Occitanie parce que ça serait incultivable. Donc c'est une aberration de vouloir nous faire ça. C'est comme une aberration de ne pas prendre en compte le cycle végétal. On a des dates d'épandage d'azote ou de lisier avec des dates parce que c'est facile aux contrôleurs de dire on est le 15, c'est facile pour moi de savoir si je contrôle avant le 15 ou après le 15. La plante a un cycle végétal, monsieur. La plante a un cycle végétal. La plante est vivante. Et dans la manière dont l'agriculture est faite aujourd'hui, tout est segmenté, tout est cloisonné. Effectivement que ça devient aberrant. Alors que la plante dépend d'un sol vivant. Aujourd'hui, les sols sont morts. Les sols sont lessivés. Les sols ressemblent à du sable. L'agriculteur alors qu'il faut les faire redevenir. A tout intérêt aussi à ce que son sol ne meure pas. J'ai un patrimoine et une exploitation. Monsieur Novello, aujourd'hui, les sols sont utilisés comme du sable dans lesquels on vient mettre des intrants, sur lesquels on fait pousser des plantes. On a perdu. C'est votre vision. C'est faux, c'est totalement faux. On a perdu le caractère vivant de la nature. Mais ne pas prendre en compte pour apporter, ne pas prendre en compte les dates et le cycle du végétal pour apporter des azotes, c'est-à-dire aujourd'hui on est interdit d'apporter de l'azote au 15 janvier. Je ne comprends pas si le cycle, et en plus il fait plus chaud. On a bien compris. Si le cycle est avancé, on peut avancer les arbres. On arrive, voilà. Alors, vous êtes tous les deux à peu près d'accord sur l'opposition au système et au mode de procédé actuel, mais on n'arrivera pas quand même à vous mettre d'accord ce soir. Non. Mais c'était pas non plus l'enjeu. Merci à vous deux, en tout cas, de nous avoir apporté votre regard sur ce débat. Merci à vous, Marion, de nous avoir également éclairé.
Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la météo, suivi de vos éditions régionales. Bonne soirée sur France 3.